Dans cette présentation, j'ai condensé et simplifié pour toi tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années sur la VO2 max. On commencera par voir la définition de la VO2 max et pourquoi on voit parfois ce petit point sur le V. Je t'aiderai ensuite à comprendre les deux unités de mesure qui sont employées pour exprimer la VO2 max, ainsi que les valeurs qu'on retrouve chez les hommes et les femmes, ainsi que la VO2 max la plus surprenante chez les animaux. Pour comprendre les facteurs qui limitent la VO2 max, on explorera ensemble les différents systèmes que traverse l'oxygène dans son voyage dans le corps. On verra aussi quel rôle joue la VO2 max dans les performances en endurance et dans les autres sports. Alors que tu pratiques un sport collectif comme le foot ou le basket, un sport d'endurance comme le cyclisme ou la course à pied, ou un sport de force comme l'haltérophilie, crois-moi, tu apprendras quelque chose d'utile pour toi dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te montrerai 3 types d'entraînement qui vont te permettre d'améliorer ta VO2 max, peu importe ton niveau actuel. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean et j'aide les sportifs et les coachs à faire le lien entre la théorie et la pratique afin d'améliorer ton endurance, tes performances et ta santé. Avant de se plonger dans cette présentation, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Alors sans plus attendre, commençons avec la définition de la VO2 max. VO2 max qui se compose de 3 paramètres ici comme on le voit. Et la VO2 max qui est la consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que le corps peut absorber au maximum à haute intensité. Et la raison pour laquelle on a un petit point qui vient se placer sur ce V, pas toujours, mais souvent dans les études, dans les papiers scientifiques, c'est parce que ce petit point veut dire consommation par minute. Donc la VO2 max, c'est une consommation maximale d'oxygène par unité de temps. Prenons un exemple très très concret pour parler des deux unités qui nous permettent d'exprimer cette VO2 max. On a tout d'abord une valeur relative et ensuite une unité absolue. Et pour rendre ça un petit peu plus concret, on va prendre Sarah, 33 ans, 56 kilos, et on va regarder pour Sarah si on mesurait sa VO2 max sur un test d'effort. En valeur absolue, on l'exprimerait en litres par minute. Donc, par exemple, ici, on a 2 litres par minute ou 2000 millilitres consommés d'oxygène par minute. Et maintenant, pour trouver la valeur relative associée, il nous suffit de diviser 2000 en millilitres par les 56 kilos de son poids de corps. Et on a ensuite une unité qui est les millilitres par kilo par minute. Ici, donc, on a 36 millilitres par kilo par minute pour Sarah, 2000 divisé par 56. Voyons ensuite le champ des possibilités chez l'humain, l'échelle de VO2 max par catégorie d'âge. On commence avec les femmes. Ici, j'ai recensé les valeurs qu'on retrouve dans la table de Astrand, qui date de 1960. Ça date un petit peu, mais c'est les meilleures valeurs de population qu'on ait avec les valeurs très faibles, les valeurs supérieures pour, disons, le commun des mortels. Ensuite, on a bien entendu les valeurs maximales qui ont été mesurées. Joanne Benoît, qui est une marathonienne et qui a une VO2 mesurée à 78 ou 78 millilitres par kilo, ce qui est absolument énorme. On a ensuite chez les hommes une plage qui est un petit peu plus haute. À noter que la différence de VO2 max entre les femmes et les hommes est due principalement à 3 facteurs. Une, la masse corporelle. Deux, la différence de pourcentage de tissu adipeux. Et trois, la teneur du sang en hémoglobine, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. On en reparlera tout à l'heure. Pour ce qui est des valeurs maximales, on a des athlètes comme Kylian Jornet, coureur de trail, coureur ultra, à 92 ou 92 millilitres par kilo par minute. Le cycliste Jonas Vingegaard à 97 ou 97 millilitres par kilo par minute, avec la valeur maximale chez les hommes mesurée à 98 millilitres par kilo par minute. Mais c'est pas tout, on va regarder ce qui se passe dans le règne animal également. Donc on a Sarah ici avec ses 35-36 millilitres par kilo par minute de VO2 max. On a les meilleurs cyclistes hommes qui vont être, comme on l'a dit, au-delà de 90 ou 90 millilitres par kilo par minute. Et on va voir 3 autres animaux qui nous éclipsent complètement en termes de VO2. Tout d'abord, avec les 170 ou 170 millilitres par kilo par minute, on a les chevaux pur sang. On a ensuite à 240 millilitres par kilo par minute les chiens de traîneau, les huskies d'Alaska. Et finalement, l'animal qui a une des VO2 les plus incroyables du règne animal, avec 650 millilitres par kilo par minute. Tu l'auras peut-être deviné, c'est le colibri. Le colibri, et il y a même une étude de 1999-99 qui a été effectuée où ils ont réduit la densité de l'air et ils ont poussé le colibri dans ses retranchements et ils ont pu mesurer une VO2 max de 1090 ou 1090 millilitres par kilo par minute chez cet animal.
On reviendra sur les caractéristiques qui font que cet animal peut avoir une VO2 aussi élevée. Maintenant, afin de nous permettre de comprendre les facteurs qui limitent la VO2 max, il est intéressant de se plonger dans le voyage de l'oxygène dans le corps humain. Donc on est parti pour le voyage de l'oxygène dans le corps humain, l'oxygène qui commence dans notre environnement et qui va terminer sa course dans nos cellules, dans nos mitochondries, les mitochondries qui nous permettent d'utiliser l'oxygène pour recycler l'énergie, recycler l'ATP qui nous sert à produire des contractions musculaires, maintenir la structure de nos cellules. Et le premier système qui joue un rôle important dans ce voyage de l'oxygène, c'est le système respiratoire. Le système respiratoire, ici illustré par les poumons. Et dans ces poumons, on a une surface d'échange absolument incroyable via ce qu'on appelle les alvéoles. Ces alvéoles qui forment une surface d'échange qui représente à peu près la moitié d'un terrain de tennis. Donc, dans les poumons, du fait de cette structure fractale des alvéoles, on a une surface d'échange absolument monstrueuse qui nous permet de passer l'oxygène depuis notre environnement externe jusque dans notre sang. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que il y a une limitation qui peut être manifestée à ce niveau-là. Alors, notamment si on est en altitude, étant donné qu'il y a moins d'oxygène ou une densité d'oxygène plus faible dans l'air, mais aussi chez les athlètes de très haut niveau, très entraînés en endurance, qui ont un débit cardiaque très très important, de l'ordre de 40 litres par minute. Donc le cœur peut pomper près de 40 litres par minute, ce qui est absolument fou. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec le débit cardiaque qui augmente, avec l'intensité qui augmente, la vitesse du sang, la vitesse à laquelle passe le sang près de ces alvéoles, dans ce qu'on appelle les capillaires pulmonaires, eh ben, cette vitesse s'accentue de plus en plus et il peut y avoir un moment pour certains athlètes de haut niveau où la vitesse de ces transporteurs d'hémoglobine qu'on appelle les globules rouges, les taxis si on veut bien, qui vont venir chercher l'oxygène au niveau de nos poumons pour les distribuer dans le corps, eh ben, dis-toi que ces taxis, ils vont tellement vite qu'ils n'ont même pas le temps de prendre les passagers et on voit à ce moment-là une désaturation au niveau artériel. Donc voilà, c'est un des systèmes clés, mais ça peut être un facteur limitant également chez certaines personnes. La deuxième étape dans ce voyage de l'oxygène, c'est la pompe, le cœur, ou une des pompes, je devrais dire. Mais voilà, ce système cardiaque, et il a une caractéristique assez intéressante. Ce cœur, bien sûr, c'est un muscle. Comme tout muscle, il s'entraîne. Ici, on regarde la taille normale du ventricule gauche. Le ventricule gauche, c'est celui qui expulse le sang, qui propulse le sang dans les artères et vers nos organes vitaux et vers les muscles également. Et comme je t'ai dit, hein, le muscle du cœur, c'est un muscle qui s'entraîne. Selon le type de stimuli que tu lui imposes, eh ben, il va se modeler de différentes manières. Par exemple, si tu fais énormément de renforcement musculaire, où on a une pression artérielle qui est générée, qui est très très importante, eh ben, tu as un muscle qui va devenir un petit peu plus épais. Et on va avoir ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique du ventricule gauche. Alors que si tu privilégies des activités de type endurance, eh ben, on va avoir ce qui s'appelle une hypertrophie excentrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un ventricule gauche qui va s'élargir, qui va devenir de plus en plus grand. Et bien entendu, plus ton ventricule gauche est grand et plus tu peux pomper de sang par battement du cœur. Et on verra que c'est un facteur très très important quand on parle de VO2 max. C'est d'ailleurs le facteur le plus important, c'est ce débit cardiaque et notamment la capacité du cœur à pomper le sang. Ensuite, troisième étape du voyage, alors on aurait pu la mettre avant le cœur, c'est les transporteurs. C'est ces globules rouges qui sont remplis d'hémoglobine. Je te rappelle que les globules rouges, c'est un petit peu comme les taxis, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher l'oxygène au niveau des poumons pour l'apporter ou pour les apporter vers nos muscles et vers nos organes vitaux. Et à ce niveau-là, on peut avoir une limitation également, et c'est un facteur de progression de la VO2 max, ce transport de l'oxygène. Et pour terminer, bien entendu, on a le facteur musculaire. Et donc là, on a les taxis, l'hémoglobine qui décharge l'oxygène pour permettre à cette molécule de passer dans nos cellules pour être utilisée par les mitochondries. Là également, c'est un facteur qui peut être limitant et qui peut être entraîné. Donc on a maintenant ces différents systèmes qui sont impliqués dans le transport de l'oxygène. Et ce qu'on peut voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a le système cardiaque qui joue le plus grand rôle dans la VO2 max et dans les différences de VO2 max qu'on trouve d'une personne à l'autre. C'est un facteur qu'on peut bien entendu entraîner, hein, je t'en parlerai en fin de vidéo. Et on voit que le transport de l'oxygène joue une part. L'aspect musculaire avec l'extraction et l'utilisation d'oxygène
Aussi, le facteur respiratoire ne peut limiter que très très peu cette VO2 max. Donc voilà, principalement le cœur qui joue un rôle important dans ce transport de l'oxygène et dans cette VO2 max. Avant de parler de l'importance de la VO2 max dans la performance sportive, je voulais revenir sur la VO2 max du colibri et t'expliquer pourquoi ce petit animal avait une telle capacité à utiliser l'oxygène. Alors il s'avère qu'il a plusieurs caractéristiques en ligne avec ce qu'on vient de voir au niveau des facteurs limitant de la VO2 max et il a notamment une perfusion alvéolaire au niveau des poumons qui est 8 fois plus importante que les autres animaux de sa taille. Donc sa capacité à charger son sang en oxygène est absolument incroyable. Il a un cœur qui est 2 fois plus gros que ce qu'on voit chez les autres animaux de sa taille, une densité capillaire 6 fois plus importante que les autres animaux de sa taille. Je te rappelle que les capillaires, c'est ce qui permet à l'oxygène de passer depuis le taxi, depuis les transporteurs dans le sang, vers les muscles et pour être utilisé. Et il a également finalement une densité mitochondriale jusqu'à 35% de son volume cellulaire. C'est-à-dire que le réticulum mitochondrial prend jusqu'à 35% de la place dans ces cellules, ce qui est absolument incroyable. Chez l'humain, ça va de 4 à 9% à peu près, 4 pour les personnes sédentaires, jusqu'à 9% pour des gens qui sont très très entraînés en endurance. Donc tu vois que c'est ces différentes caractéristiques qui font que le colibri est capable d'avoir une consommation maximale d'oxygène aussi élevée. On va bientôt se pencher sur les différents entraînements que tu peux utiliser pour améliorer ta VO2 max, mais avant ça, regardons l'impact de la VO2 max sur les performances sportives. Donc quel est le rôle de la VO2 max dans les performances sportives? On va commencer par les sports d'endurance et ce qu'on peut synthétiser ici au niveau de l'impact de la VO2 max sur les performances, c'est qu'une VO2 max élevée est un prérequis important pour pouvoir performer à haut niveau dans un sport d'endurance. C'est-à-dire que si tu as une faible VO2 max, eh ben, voilà, tu ne vas pas pouvoir jouer dans la cour des grands quand on parle d'endurance. Cependant, c'est important de mettre en avant qu'il y a d'autres paramètres physiologiques tels que l'économie, le seuil 2 et la VO2 au seuil 2, aussi appelée fraction d'utilisation de la VO2 max, qui sont indispensables pour se différencier au niveau élite. Donc pour résumer, la VO2 max, c'est important d'avoir une VO2 max élevée si tu veux performer à haut niveau, mais si tu as uniquement une VO2 max élevée, mais que tu n'as pas ces autres paramètres qui sont optimisés, eh ben, tu ne vas pas pouvoir concurrencer les meilleurs. On va revenir sur cette idée de fraction d'utilisation de la VO2 max avec un exemple très concret. On va prendre deux coureurs, Franck, ici avec une VO2 max de 75 ou 75 millilitres par kilo par minute. Jean, lui, qui a une VO2 max un petit peu plus faible, 70 ou 70 millilitres par kilo par minute. Alors, si on regardait que ces valeurs absolues, eh ben, on pourrait se dire que Franck va gagner quoi qu'il arrive parce qu'il a une plus grande VO2 max. Mais encore une fois, un facteur déterminant, c'est cette fraction d'utilisation de la VO2 max. Et donc, si on regarde le pourcentage de VO2 max que Franck peut maintenir au deuxième seuil, c'est-à-dire dans un état interne stable, il peut maintenir 75 ou 75% de sa VO2 max, ce qui nous donne une VO2 de performance de 56 millilitres par kilo par minute. C'est-à-dire que Franck peut maintenir une consommation de 56 millilitres par kilo par minute tout en maintenant un état interne qui est stable, une homéostasie métabolique. Alors que Jean, qui lui a une VO2 max un petit peu moins importante, il peut maintenir un pourcentage plus élevé que Franck. Ce qui fait que même avec une VO2 max plus faible, il a une VO2 de performance ou une VO2 en état stable métabolique qui est un petit peu plus élevée, ce qui lui donnera l'avantage notamment sur les efforts d'endurance longue. Après, qu'en est-il de la VO2 max pour des sports qui ne sont pas des sports d'endurance? On peut penser à l'haltérophilie ou même des sports d'équipe. De par mon expérience et de ce que j'ai pu lire dans les différents travaux scientifiques, c'est que la VO2 max, elle joue quand même un rôle important, même si ce n'est pas le rôle primordial. On a tout d'abord la santé cardiovasculaire qui est très très importante. Donc peu importe le sport dans lequel tu évolues, c'est important d'avoir une santé cardiovasculaire bien développée et cette VO2 max est une bonne mesure, on va dire, indirecte de cette santé cardiovasculaire. Bien entendu, on a le facteur d'endurance générale qui est très très important parce que même si ton sport c'est juste de lever une barre et juste, je dis ça avec tout le respect que je vous dois, les haltérophiles et les personnes qui font de la force athlétique,
Si vous devez en gros jouer votre compétition sur un levé ou sur 3 levées ou sur 6 levées ou sur 9 levées, même si ce sont des efforts intenses, uniques, eh ben, il te faut quand même de l'endurance pour pouvoir tolérer cette grosse charge d'entraînement qui va te permettre de performer dans ton sport. Donc l'endurance, c'est pas l'endurance au sens courir un marathon, mais c'est l'endurance pour pouvoir s'entraîner beaucoup, ce qui va te permettre de performer dans ton sport. Et ensuite, on a bien sûr la récupération. Donc, une plus grande VO2 max, une meilleure consommation maximale d'oxygène te permet aussi de mieux récupérer de tous tes entraînements, de récupérer de tous les efforts que tu effectues. Et ça, bien entendu, c'est positif pour tes performances sportives, peu importe le sport que tu pratiques. Juste avant de regarder les 3 entraînements que tu peux effectuer pour améliorer ta VO2 max, je voulais te dire que je t'ai créé une formation gratuite pour t'aider à booster ton endurance, ta récupération et mieux structurer tes entraînements de cardio. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en haut de la description de cette vidéo pour accéder gratuitement à cette mini-formation en 4 vidéos. On termine cette présentation avec les 3 types d'entraînements qui vont te permettre de développer ta VO2 max, peu importe ton niveau actuel et ton sport. Donc les 3 entraînements pour la VO2 max, la première catégorie ou le premier type d'entraînement qui va t'aider à développer ta VO2 max, c'est ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est tout simplement des séances à basse intensité qui vont te permettre de développer ta capacité mitochondriale, ta capacité de récupération et ta résistance à la fatigue. En termes un petit peu plus concrets, c'est des séances qui vont durer de 20 à 60 minutes pour la plupart des gens et que tu vas effectuer entre 2 et 4 fois par semaine. Bien entendu, si tu pratiques un sport d'endurance, ces valeurs vont monter et peuvent monter beaucoup plus haut. Ce que je te recommande, c'est une intensité qui équivaut à du 2 ou 3 sur 10 en RPE. RPE qui est une mesure de perception de l'effort, tout simplement de difficulté. Et tu vas vouloir privilégier des modalités cycliques telles que la course à pied et le vélo. Et si on regardait l'architecture d'une séance, et ben très simplement, voilà, c'est une séance simple à basse intensité. On utilise aussi les termes zone 2 et endurance fondamentale pour qualifier ce genre de séance. Ensuite, le deuxième type de séance d'entraînement qui va t'aider à développer la VO2 max, c'est ce qu'on appelle les entraînements de HIIT ou High Intensity Interval Training. On appelle aussi ça la zone 5 ou la VO2 max. Ça, cette fois-ci, c'est des entraînements de haute intensité qui vont te permettre de passer un temps important proche de ta VO2 max et d'augmenter directement cette capacité maximale d'utilisation de l'oxygène avec un focus, on va dire, sur les aspects centraux, c'est-à-dire le cœur, le transport de l'oxygène. C'est ces facteurs qui vont être influencés positivement le plus par ce type d'entraînement. Et pour ce genre de séance, on parle de 10 à 20 minutes effectives de travail, 1 à 2 fois par semaine. Donc, ce n'est pas la durée de la séance totale, c'est le temps que tu vas passer en zone, si on veut parler comme ça. Là, on va plutôt être sur du RPE de 8, voire 9 sur 10. Donc, c'est des efforts qui sont quand même très intenses. Et là, je te montre différents formats de séances que tu peux utiliser, différents formats d'intervalles. On a ce qu'on appelle les hard start, on a les 30-15 que tu retrouves aussi sous le nom de Tabata, et on a les blocs de 8 minutes, par exemple, en continu. Donc, différents formats d'intervalles, mais qui ont tous le même objectif, qui est de stimuler et de développer cette VO2 max. Et finalement, le troisième type d'entraînement qui est documenté comme étant intéressant pour développer cette capacité maximale de consommation d'oxygène, c'est les entraînements dits de SIT ou Sprint Interval Training, l'entraînement par sprint en intervalle. Cette fois-ci, c'est des séances à très haute intensité, c'est du supramaximal, ça veut dire que tu vas pied au plancher, tu vas all out et qui vont te permettre de développer, encore une fois, ta capacité maximale d'utilisation de l'oxygène, ta VO2 max, avec un focus cette fois-ci périphérique. Ce qui veut dire qu'on va plutôt être sur l'aspect extraction et utilisation de l'oxygène au niveau du muscle, au niveau des cellules directement avec ce type de séance. Là, on est sur des temps totaux beaucoup plus courts, 1 à 3 minutes effectives par séance, 1 à 2 fois par semaine. C'est des séances qui sont extrêmement difficiles avec un RPE à 10 sur 10 à chaque fois, vu que, comme je t'ai dit, c'est pied au plancher et on donne tout, par exemple, que tu retrouves avec des séances de ce type qu'on appelle soit du, encore une fois, sprint interval training. On appelle ça aussi des intervalles de type Wingate. Donc, on voit ici un exemple de 30 secondes à bloc, 4 minutes de repos, répété 4 fois. C'est une séance type de ce genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur la VO2 max, j'ai créé un guide complet, accessible gratuitement sur mon site. Tu retrouveras le lien direct dans la description. Au plaisir de partager avec toi dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!